Salut à tous et bienvenue dans votre émission, la Finish Line, pour revenir sur ce Bikeyman Corsica. Et d'ailleurs, en parlant de Finish Line, on est juste à côté et les participants continuent d'arriver au compte-gouttes. On rappelle que la compétition est toujours en cours et qu'elle s'arrête précisément samedi matin à 5 h, puisque vous connaissez les règles, il faut compléter les 1000 km du Bikeyman en moins de 120 heures maximum. Et pour revenir sur cette épreuve, vous avez à côté de moi, comme d'habitude, Axel Carayon, le fondateur du Bikeyman. Salut Axel. Salut Cédric, ça va? Ouais, toi? Ça va, on a passé le moment le plus difficile de la course, le mercredi soir, quand on n'a pas dormi depuis 2 jours et demi ou 3 là. Et j'ai pu dormir, donc j'ai la pêche, ça y est, je reviens, je remonte la pente. Alors on approche de la fin de la 31e édition d'un Bikeyman, surtout le deuxième de cette saison. Globalement, comment ça s'est passé? Même si c'est pas encore fini, mais on a déjà des tendances. Eh bien, on a eu des exploits, des crashs et des larmes. Donc je dirais que c'est assez fidèle à ce qu'on a pu voir sur les éditions précédentes. On a eu un beau show également, une belle bataille, on aura l'occasion d'en parler, et des conditions climatiques qui sont propres à la Corse, cette île que j'aime profondément, c'est-à-dire dualité entre grand soleil, beaucoup d'orage, entre paradisiaque et très engagé. Et je pense qu'on a offert un beau show pour les participants qui ont été surpris globalement du parcours, des conditions climatiques et puis de tout ce qu'on a pu rassembler comme ingrédients avec plus ou moins de volonté d'ailleurs. On rappelle d'ailleurs les premiers arrivants, le vainqueur de ce Bikeyman Corsica, vous le connaissez si vous avez suivi l'épreuve, c'est Johan Dercourt. Il avait déjà fait une belle performance en étant deuxième du Bikeyman Ora l'année dernière. Chez les féminines, c'est Anouk Ulrich qui a remporté l'épreuve. Elle a fini 11e du général et donc première féminine. Elle avait déjà fait une belle prestation. Elle aussi, elle est revenue puisqu'elle avait fait 9e du Bikeyman Euskadi l'année dernière. Donc elle a continué sur sa lancée ici en Corse. Et puis chez les pairs, la première paire, c'est Mathieu Lalague et Jérôme Légourgue, qui eux aussi sont des revenants. Ils avaient déjà fait le Bikeyman Euskadi l'année dernière. On voit quand même qu'il y a une tendance, beaucoup d'anciens participants du Bikeyman qui continuent et qui arrivent à faire des bons résultats. Ça devient un rendez-vous incontournable la Corse. C'est, dans le championnat, on a 9 étapes au total avec les 555. Et la Corse, c'est la plus ancienne puisque c'est la 6e édition. Et ça devient un rendez-vous incontournable, ce qui est génial, puisque moi au départ, quand j'avais eu l'idée d'organiser une épreuve en Corse, c'est parce que j'avais le rêve de traverser cette île et je me dis qu'il y a pas mal de gens finalement qui rêvent un jour de venir explorer la Corse à vélo. Et là, on confirme que des gens qui ont l'occasion de venir explorer des territoires avec le Bikeyman Origine se disent un jour, tôt ou tard, je vais faire la Corse. Et clairement, on a pas mal de gens qui sont venus dans plein d'autres épreuves et qui se retrouvent maintenant en Corse avec une ambiance aussi particulière. Je vous propose de continuer cette discussion maintenant avec des acteurs carrément de ce Bikeyman Corsica. Qui de mieux que les athlètes eux-mêmes pour raconter leurs expériences. Pendant que j'introduis, ils sont en train de s'installer gentiment. Il y a Vincent Cocampo avec nous, deuxième de la course. C'était son premier ultra. Il va nous parler de cette expérience. Salut Vincent, comment ça va? Ça va, content d'être là. Arrivé, reposé maintenant. Ça y est, ça va mieux? Ouais, on est bien là. T'as envoyé du lourd, deuxième. T'as fait deuxième avec 46 h et 38 minutes. Ouais, content, surpris surtout d'être là à ce rythme-là. C'est ma première ultra, comme tu as dit. Très bonne expérience. Je suis parti sur un bon rythme, fort. Et puis, Attends, on va revenir. Laisse-moi faire honneur à la dame qui est avec nous. Ouais, bonjour. Salut Julie. Salut. Comment ça va? Moi ça va mieux là, j'ai récupéré un peu depuis hier soir. J'étais pas fraîche. Pourtant j'ai plus dormi que Vincent, mais je sais pas comment t'as fait pour pas trop dormir. Donc toi c'était ton premier Bikeyman aussi? Ouais, première course d'ultra aussi. Première ultra aussi. T'as fini 24e en 62 h et 39 minutes. Ouais. Un peu plus long que Vincent. Légèrement. Mais une très belle performance quand même pour une première course, il faut quand même remettre dans le contexte. 24e sur 171 participants quand même. Ouais, Contente de ton aventure? Ouais, contente de mon aventure. Moi, je voulais arriver avant demain soir, avant le repas des finishers. C'était mon objectif. Je voulais pas arriver et que la fête soit finie et que je sois toute seule. Et bon, j'ai été à mon rythme. T'es très large, t'as eu le temps de prendre une douche, de dormir. Je suis large, ouais. Tu vas être dans les bonnes conditions pour faire la fête avec nous vendredi soir. Je voudrais revenir avec toi un peu, Vincent, pour la bataille pour la victoire. Ouais. T'étais au cœur jusqu'au bout. Parce que les écarts n'ont pas été énormes. Non, c'est vrai. Comment ça s'est déroulé pour toi? C'était quelque chose de planifié de jouer Non, pas du tout. les premières places? Pas du tout. Première ultra, aux sensations, vraiment aux sensations. Première journée, très bonne jambe. Donc moi je suis parti, j'ai poussé un peu. Au bout de, quelques 3 heures de course, je crois, je me suis retrouvé devant. Premier, j'étais un peu surpris aussi.
Et bah, j'ai continué sur ce rythme-là, parce que je me sentais bien, je sentais que ça tournait bien, donc on a continué. Je suis arrivé premier au CP1, juste à la tombée de la nuit là. Et là, je savais pas très bien quoi faire, premier ultra, je mange mes pâtes. Est-ce que je dois dormir? Est-ce que je dois continuer? Johan arrive à ce moment-là, je voyais qu'il est... Lui, tu sens qu'il a l'habitude, c'était bien préparé, il a mangé ses pâtes, on a discuté un peu, c'était très sympa. Et je me suis allongé un peu, je me suis dit tiens je vais dormir, en fait pas du tout envie de dormir. Lui est reparti, le temps de rempacter tout ça, j'avais perdu un petit quart d'heure, et donc je l'ai chassé un peu toute la nuit, enfin sans vraiment faire la course parce que fallait pas se cramer, mais et puis j'ai vu que ça rentrait tout doucement, à un moment je voyais sa lumière très loin là dans les montagnes. Et puis il y a eu le coup du marcassin, là, ça, je vous ai pas raconté encore, mais raconte-nous. Traversée de sanglier juste devant moi dans une descente. Donc là on est dans la nuit du lundi au mardi. On est dans la nuit du lundi au mardi. Quelle heure à peu près? Vers 3h du matin, okay. Après avant Propriano. Ouais, donc dans le secteur quand tu rejoins le pays ajaxien, ouais. Entre le CP1 et la côte. Traversée de sanglier, toute la famille. La maman et les 3 ou 4 petits derrière, et j'ai pas réussi à éviter le troisième sanglier, la troisième marcassin. Je suis en position vers l'arrière, ça a tapé les 2 roues, je sais pas comment je suis pas tombé, comment c'est passé, mais gros coup d'adrénaline quand même à ce moment-là. Et puis finalement le contre-coup fait qu'un quart d'heure après, t'as vidé tes surrénales et gros coup de fatigue. Et là ça a été dur, donc je me suis dit que j'allais chercher un banc, mais à cet endroit-là il n'y avait rien. Donc une heure à rouler un peu dans le dur jusqu'à trouver un banc pour dormir 40 minutes et puis au réveil c'était reparti. J'ai regardé le tracking au réveil et puis j'ai vu que c'était pas arrêté. L'écart s'était creusé, ouais. Et là c'était, on a continué et puis voilà, on continue à rouler sans forcément aller le chercher parce qu'il était loin devant et que ça ferait un effort trop intense pour ce qui restait à faire. Non, parce qu'il y avait quoi? Il y avait 20 à 30 km à chaque fois entre vous deux là? Ouais, à peu près. Il y avait à peu près 1 heure, je pense, d'avance. Ce qui est énorme quoi, pour que les gens ils se rendent compte, c'est à la fois pas beaucoup et à la fois quand les positions se sont forgées et sont formées, quand tu es devant pour aller les chercher, 20-30 bandes, c'est vraiment énorme. Quoi. J'ai poussé un peu après le CP2 parce que j'étais bien. Sur les 2 cols là après et sur la suite avant Saint-Florent, je crois. Ouais. J'ai vu que je revenais un peu. Ouais. Cap Corse aussi, je commençais à revenir et puis là j'ai crevé début du Cap Corse, donc reperte de 40 minutes, donc c'était plus la peine de chasser, donc là c'était on contrôle jusqu'à la fin. Après il y avait quand même Florent, et puis il y avait Florent Dumas qui était pas loin, le 3e, pour avoir discuté avec lui après l'épreuve, il essayait de revenir sur toi. Il a fait une super course aussi, super deuxième jour parce qu'il était un peu loin en premier. Et c'est vrai qu'on le voyait derrière. Moi, je me suis pris au jeu. C'est vrai que pour une première, je voyais un peu, je regardais un peu le tracking, je voyais les gars devant, les gars derrière. T'essayes de jouer un peu avec ça, mais c'est sympa. Ouais. C'était sympa. Mais c'est vrai qu'il était pas loin, donc fallait pas trop traîner. En tout cas, on a vu Axel, nous qui étions dans la voiture média à suivre les concurrents, le rythme était impressionnant. Et comme d'habitude, le rythme est dingue sur la tête de course. C'est un peu compliqué d'arriver à le partager avec les gens qui nous écoutent parce qu'il faudrait vraiment être soit sur le vélo, soit dans les véhicules pour comprendre à quel point ça va vite. Parce que même en bagnole, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant de suivre en se disant mais comment c'est possible. Moi j'ai le souvenir quand on s'est croisés, notamment le col de Verde. On s'est dit punaise, mais c'est incroyable, ils vont peut-être s'arrêter à Gizon avant ou s'arrêter plus tard. Et non, là, le seul endroit où ils vont s'arrêter, c'est au kilomètre 400. Et je me souviens en plus, on avait eu la conversation au CP1 où tu m'avais dit moi je vais dormir, je vais m'arrêter. Et finalement, il y a Johan qui arrive et ça crée cette émulation où finalement tu dis bon ma mince, je peux pas dormir. Après, c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi à observer et à vivre. C'est qu'on a ce privilège-là quand on est sur la voiture de la tête de course. C'est qu'à la fois on suit les risques que prennent les athlètes et en même temps on est au contact. Donc ça crée aussi une énergie, on essaye de les suivre. Et moi, je pense que c'est ce qui participe aussi à faire le show et à créer les conditions finalement de faire quelque chose qui est en soi un petit peu débile. C'est-à-dire de pédaler non-stop pendant 1000 km. Mais c'est génial quand tu es dedans parce que ça crée une bulle où voilà, on fait quelque chose de tous ensemble collectivement d'extraordinaire. Et j'ai été assez impressionné par Vincent parce qu'il a bien géré. Quand je l'ai vu arriver au CP1, je me suis dit bon, il va peut-être ralentir. Johan ? Non, de Vincent. Ah, pardon. Ouais, Johan, comme disait Vincent, il a l'habitude. Ouais. On le connaît, on connaît sa stratégie. On l'a vu sur Aura, il a répété la même stratégie. Il est très très régulier. C'est un métronome, c'est incroyable de voir à quel point il est régulier, organisé. Il a le même rythme tout le long.
Vincent, tu sens qu'il y avait plus de fougue qui, à un moment donné, sur le CP1, je me suis dit, est-ce qu'il va réussir à ralentir? Et est-ce que le fait d'avoir Johan plus Florent, qui est aussi vachement expérimenté, est-ce qu'il va pas péter à cause des deux? Il y avait aussi Étienne à ce moment-là encore qui était dans le coup. Et il y avait Étienne qui était également là-dedans. Ouais. Alors toi, Julie, t'allais te dire, vas-y. Hein. Non, j'ai vraiment là-dessus, je voulais le féliciter parce qu'il a tenu la pression à la fois côté Johan et à la fois côté Florent plus Étienne. Donc, alors que c'est sa première. Franchement, c'est chaud d'arriver à maintenir l'effort et pas t'envoyer en l'air, pas tout casser, quoi, parce que c'est après le CP1 que ça commence et c'est après le CP2 que ça se termine. Donc belle gestion. Bravo. Super expérience. C'est sympa. Ouais, toi, Julie, l'aventure était différente. C'était ton premier ultra aussi. Oui. Mais tu t'es pas mêlé à cette bataille, même si tu avais fait une très belle première journée. Toi, comment ça s'est passé globalement ton aventure? Alors moi j'avais pas du Est-ce que tu avais un plan défini? Non, j'avais pas du tout. Un peu comme Vincent, un peu au feeling. Ouais, au feeling. J'avais pris de quoi dormir dehors, un bivy et un matelas au cas où, mais j'avais jamais fait avant, donc du coup je redoutais un peu ce moment-là. Donc la première journée j'ai roulé à mon rythme, pas trop mal, et vers 19h30 il commençait un peu à faire frais et humide. Je me voyais pas passer la nuit dehors toute seule, j'avais un peu peur, donc j'ai appelé un hôtel. J'avais fait déjà une liste auparavant avec des hôtels sur la route. Donc j'ai appelé, il restait une chambre, je suis arrivée à 21h, ils m'ont fait des lasagnes. C'était le grand luxe, j'ai pu prendre une douche, dormir 4 heures et je suis repartie le lendemain. T'es reparti vers quelle heure à peu près? Je suis repartie à 3 heures. Oui, j'ai quand même pas fait une grasse matinée. Oui. Mais ouais, je suis repartie à 3 heures et comme ça m'a permis de faire le lever de soleil. C'était vachement sympa aussi. Et assez fraîche parce que j'ai doublé pas mal de gens. Je me suis arrêtée à Zonza du coup au kilomètre 320. Et j'étais assez fraîche le matin parce que j'ai doublé pas mal de participants jusqu'au CP1 quoi en fait. Et au CP1 je me suis arrêtée juste manger des pâtes et après je suis repartie. Le but c'était d'arriver au CP2 avant la tombée de la nuit. Okay. Ce que j'ai fait, je suis arrivée à 21h. Donc j'ai fait le coucher du soleil sur les calanques de Piana. Voilà, les calanques. Ah, la chance. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à 20 minutes près, il faisait nuit quoi. Donc, parce magnifique. que la plupart des autres, ils ont pris la pluie là-bas. Donc, oui. tu as eu la chance de voir un coucher de soleil. J'ai eu le coucher de soleil et en plus, il faisait beau. Donc, ça, c'était chouette. Et après, au CP2, l'organisation avait loué un chalet au camping juste à côté. Donc, j'en ai profité. On était censé rester que 1 heure ou 2, mais comme c'était dispo, je suis restée 4 heures. La maline. La maline. Et après, je suis repartie. Là, c'était dur. Par contre, la 3e journée, le matin, là, j'étais quand même bien fatiguée, malgré mes 4 heures de sommeil. Mais le but, de toute façon, c'était d'arriver. C'était la dernière ligne droite. Une longue ligne droite de 320 km. 330 Avec quelques bosses. Ouais. Quelques bosses. Mais je savais que c'était le dernier jour et je voulais arriver. Quoi. Et après, tu arrives dans la nuit du mercredi au jeudi. C'est ça. C'est hier soir, ouais. C'était hier soir, la nuit du mercredi au jeudi. Ouais, t'as vu, Axel, on a quand même 2 différentes stratégies qui se sont mises en place au final. Mais ça montre quand même, encore une fois, parce qu'on l'a déjà dit, mais on le répète, que Julie a fait le choix de dormir chaque soir dans un hôtel et que ça lui a permis quand même de réaliser une excellente performance, 24e sur 171, en se permettant ce luxe-là. C'est énorme, parce que tu te rappelles, quand on l'a vu la première journée, moi je t'ai dit, ça me plaît de voir Julie comment elle pédalait, parce qu'elle était posée sur son vélo, tu voyais que moi j'avais pas de doute que tu termines. On le confirme, moi je suis en train de regarder justement les stats de Julie là, en fait entre le CP1 et le CP2, elle prend 12 places. Ouais, donc la stratégie de se reposer, de dormir au chaud, de se doucher, tout ça, moi c'est ma stratégie aussi, c'est ce que je fais sur les courses. J'aime bien avoir un endroit où je peux me doucher, où je peux vraiment dormir, parce que j'arrive à dormir facilement. J'arrive vraiment à me reposer, à me mettre en mode repos. Et gestion impeccable, ouais. Gestion impeccable parce qu'elle n'a pas perdu trop de place entre le CP2 et le finish, tu perds 3 places. Donc elle a été super stable en fait tout le long. Et ouais, je suis heureux qu'elle ait réussi aussi bien parce que encore une fois le top 30 là il est vraiment super costaud parce que pour prendre les temps de référence en fait de l'année précédente, faut rappeler que Johan et Vincent sont au même niveau globalement qu'un Stéphane Lombard de l'année dernière qui n'avait pas fait le cap parce qu'on avait dû neutraliser la course à cause des conditions climatiques qui avaient été trop extrêmes, notamment à cause du vent. Donc on est sur les mêmes niveaux de performance quoi. Au CP, Johan et Vincent, enfin là en l'occurrence c'est Vincent qui est arrivé premier au CP1, il arrive à 10 minutes d'intervalle de Stéphane de l'année dernière au CP1.
sur le même tronçon pour le coup. C'était 400 km identiques. La différence, elle est infime. La différence est infime quoi. Ouais. En termes de performance, c'est extraordinaire. Alors que pour le coup, là, Stéphane, lui, était très, très, très expérimenté en termes de trace cycliste. Il avait déjà fait plein de courses. Donc, Et il avait préparé, pour le coup, contrairement à toi, il avait préparé vraiment son parcours. Ouais. Ça se trouve, on a une étoile qui est en train de se déclarer là, mais en tout cas, la perf de Vincent, elle a encore plus de valeur dans le sens où voilà, si tu le mets en comparaison exacte avec les chiffres de l'année dernière avec Stéphane, il arrive au CP1 10 minutes, je crois que c'est 10 minutes après ou même peut-être 10 minutes avant Stéphane. Et à la fin, il arrive quasiment sur les mêmes temps. Et Julie, top 30. Magnifique. Première, c'est un top 15 ou un top 10 prochainement en jouant un peu avec les arrêts, peut-être les arrêts hôtels et ainsi de suite. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a plein de trucs à optimiser quand c'est une première. L'équipement, je pense qu'il y a au moins 2 kilos de trop finalement quand tu dors pas, mais je savais pas que j'allais pas dormir, enfin ou peu en tout cas. Donc, Tu savais combien tu pesais à peu près ton vélo au départ? Alors 100 bidons, 15, c'est 15,8 à la pesée je crois. D'accord. Ouais, donc 2 kilos de plus que la moyenne. 2 kilos de bidons. Que la moyenne des vélos pesés, ouais. Ah oui. Moi, il faisait 13,5 de mon vélo. Donc toi, sans la plus nourriture et sans l'eau. T'étais plus légère que le vélo moyen, ouais. T'avais bien optimisé déjà. Mais j'ai pas ouvert ma sacoche arrière. De la course. Ah oui. Bah non, parce que j'étais à l'hôtel, donc j'en ai pas eu besoin. Donc j'ai transporté ma sacoche arrière, quoi. Elle s'est promenée. Enfin, on est toujours dans le jeu aussi de. Et bon, ça fait partie, je trouve, du plaisir de ce type de course. Tu te dis bon bah voilà, je participe une première fois, c'est mon premier, je fais un super résultat où ça dépasse les espérances que j'avais. Tiens, je vais optimiser, je vais prendre un petit peu plus de risques. Mais quid de la question, Julie, si tu n'avais pas emporté ta sacoche Si de sécurité oui. Tu vois, en disant peut-être, au moins j'ai dans ma tête une solution de sécurité, ça, ouais. de repli. Puis là, j'ai eu des bonnes conditions climatiques, mais je sais qu'il y en a d'autres sur la course qui c'était pas le cas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et on a quand même vu globalement sur la course des gens qui avaient pris beaucoup plus d'engagement et de risques sur des vélos beaucoup plus légers, notamment Étienne. Je te rappelle, avec les barres scotchées, ainsi de suite, quand il est arrivé sur la finish line. Les barres d'énergie scotchées au cadre du vélo. Il était carbonisé, il était vraiment carbonisé. Je ne sais pas si tu te souviens de son arrivée. Mais, il s'arrêtait pas à acheter à manger, du coup, il avait tout pris avec lui. Il avait transporté beaucoup d'alimentation sur le vélo. Il n'avait pas beaucoup de matos parce que sa coche était toute petite. Donc il avait vraiment essayé d'optimiser au maximum. Mais pour le coup, pour me souvenir bien de vos deux arrivées, lui, il était vraiment carbonisé, entamé. Ah ouais, il était entamé. Il était rôti, il était à point, comme on dit. Il y a toujours un équilibre à trouver avec l'équipement de sécurité. On va dire, faut se laisser quand même une marge de sécurité sur le froid, même a posteriori en me disant qu'il y a certains trucs que j'ai pas utilisés que je prendrais quand même. Typiquement. Le bivy, je l'ai pas utilisé, je le prendrais. Le duvet, non. Là, il m'a servi de coussin en fait, mais là, ça m'a servi à rien. Par contre, si t'es coincé sur un gros orage, sur quelque chose, je pense qu'il vaut mieux l'avoir. C'est des petites choses, hein, mais il y a des trucs. La trousse de secours. Quand j'ai vu quelques chutes, quelques trucs, ça je la garde. De quoi désinfecter, avec une petite plaie, un nécessaire de secours, c'est pas mal. Parce que quand ça t'arrive, sinon t'es obligé de trouver et c'est galère. Exactement. Et après c'est ça, c'est avec l'expérience, je pense que tu sais de ce dont tu as besoin et tu adaptes à ce moment-là. Vous avez parlé de la météo, ça c'était l'un des facteurs clés de cette épreuve. Toi Julie, est-ce que tu as eu la pluie? J'ai pas l'impression. J'ai eu un peu de pluie. Mais rien de grave. C'était une demi-heure à chaque fois et c'était pas très intense. Quand je vois d'embêtant, non. Quand je vois la tête de Vincent, ça n'a pas été la même expérience. Raconte. Ça a été trop rapide et du coup t'as pris la pluie. Mais très, très vite en fait, je pense que c'est pareil pour la tête de course. On a pris un orage après 3 heures de course, je pense, sur une crête. Donc le premier jour, le lundi. Premier jour, le lundi. Je ne me souviens plus du nom exactement. C'est vrai que ça passe vite en fait. On a du mal à se souvenir des noms et des endroits. Même tout se mélange un peu. Ouais, donc c'était en Castaniche, c'était dans le parc naturel régional, dans les parties où ça grimpe bien, c'est un peu technique dans les descentes. Quand ça tombe fort. Ouais. Exactement. C'était exposé et là ça a commencé à pleuvoir un peu. J'ai sorti la veste de pluie. 100 mètres après, c'était le déluge. Continuer à rouler parce que bon, ça sent qu'il faut rouler. Et là la grêle. J'arrivais sur la crête. J'entendais tonner un peu, puis là c'était éclair et tonnerre en même temps, donc ça tombait vraiment tout autour, juste à côté. J'ai eu un peu peur.
Voilà, parce que tu es quand même très exposé sur la crête, comme en montagne, quoi, hein, t'es vraiment bien exposé. Je sens que c'est un peu dangereux quand même. La descente était vraiment très étroite, assez sinueuse. Ça faisait des ruisseaux là, qui traversaient la route. Mais tu as continué de pédaler quand même, du coup tu t'es pas arrêté. Ouais. Non. Je me sentais trop exposé. Il n'y avait pas d'abri, il n'y avait rien du tout là-dessus. Je préfère descendre. Comme en montagne en fait. Je préfère redescendre plutôt que de rester là-dedans, même à essayer de s'abriter. Et puis finalement ça permettait d'avancer en même temps. Puis ça sèche l'eau finalement. T'as eu d'autres orages après? Ouais, on a repris dans l'après-midi, toujours le premier jour dans l'après-midi, avant d'arriver au col de Bavela, ça? Ouais, dans le col de la Vaca, non? Ouais, le col de la Vaca. Ça a bien chargé. Ouais. On a repris. On est passé à cet endroit-là à peu près à la même heure. On a repris à ce moment-là. C'est tombé fort, ouais. Un bon orage, ouais. C'est retombé fort à ce moment-là, donc retrempé, à peine séché, là, ça rien, tu feras non. mais c'est ça, c'est de l'eau, ça sèche. Ça sèche quand les températures sont bonnes. Ça sèche, ouais, ça sèche à l'arrivée quand tu enlèves le cuissard et que tu le mets à pendre. Ouais, non, c'est vrai que tout reste humide tout le temps, donc la nuit, quand il fait froid, ça reste humide. Tu descends, t'as froid, tu remets la doudoune, tu la renlèves, tu la remets, tu la renlèves. C'est un peu dur à gérer ça. Il faisait très très humide la nuit. Ouais. Je pense avec tout ce qui était tombé, ça avait bien chargé en humidité et la nuit ça se ressent fort. Hein. Avec la fatigue, ça fait froid. Bon, raison de plus de rester au chaud, hein, Julien. Oui, raison de plus pour aller à l'hôtel. Oui, c'est pas mal aussi, je peux dire. La première nuit, j'ai pu laver mes vêtements et les faire sécher. Oh là là. Ouais, c'était pas mal. Comment on fait quand il y a des orages comme ça, Axel? On pédale comme Vincent? Ce qui est intéressant, c'est que dans la description des deux stratégies de Vincent et Julie, la Corse, c'est son imprévisibilité qui est vraiment la caractéristique majeure de cette île et de ce parcours dans la série Biking Man. Ça a été l'une des différences avec les précédentes éditions, ça. Ouais, là on a eu sur les 6 éditions, on a eu, je dirais, pas le pire, mais en tout cas toutes les conditions rassemblées qu'on a pu avoir de manière exacerbée sur d'autres éditions. C'est-à-dire la grosse chaleur et les orages ponctuels très forts, très puissants. Alors que d'habitude, ces eaux, il faisait très chaud tout le temps. Soit il y avait de la pluie, mais pas de l'orage extraordinaire en termes d'intensité. Donc là, il y a eu un peu les deux extrêmes qui ont été rassemblés sur l'épreuve. Et si tu n'avais pas prévu le matos suffisant, tu étais rapidement en PLS. Et on l'a vu d'ailleurs hein, sur les premiers abandons. Il y a eu quand même quelques abandons qui sont liés aux conditions climatiques qui ont surpris pas mal de gens. Parce qu'ils sont arrivés en Corse en se disant, ça va, il va faire chaud. Or, orage d'altitude, quand il y a de l'orage, forcément, après la température, ça tombe. Juste après, il y a beaucoup d'humidité. Donc les fringues ne sèchent pas. Donc problème de frottement, problème de froid et ainsi de suite. Et je ne veux pas dire que c'était la course la plus difficile qu'on ait pu avoir sur les 6 ans, mais elle n'était pas simple à gérer parce qu'il y avait beaucoup de variations, ça n'arrêtait pas de changer. Et qu'en même temps, c'était impossible de prévoir. Que ce soit sur la tête pour un mec comme Vincent, ou dans le top 30 pour Julie, ou dans le top 50. Il y avait tellement d'aléas sur les orages, ça se chargeait en montagne, nous on le voyait, on se disait punaise, ça charge là, ça se décharge là. Et en fait, c'était complètement imprévisible en termes de conditions climatiques. La pluie tombait 5 minutes avant, il n'y avait rien, 5 minutes après, c'était le déluge. Donc là, le seul moyen, je rejoins Vincent là-dessus, faut y aller, faut descendre, si vraiment ça pète, il faut se mettre en sécurité le plus bas possible. Et puis avoir de quoi se protéger. Bon, là-dessus, je suis intransigeant avec moi-même, c'est-à-dire que j'ai une veste de pluie, on dirait que je suis un pêcheur, parce qu'elle est lourde, elle est grosse et elle n'est pas très pratique, mais par contre, je peux pédaler sous un déluge, ça ne me pose pas de problème. Auquel cas, j'ai la sécurité de pouvoir descendre facilement et même lentement pour pouvoir éviter l'orage. Je dirais que c'est un peu la chance aussi qu'ils ont eue, c'est que les orages étaient quand même globalement assez ponctuels. Il n'y a pas eu, comme le Brésil, l'année dernière, où pendant 10 heures ou 12 heures, tu as la forêt atlantique qui tombe dessus avec une intensité d'hygrométrie qui est vraiment importante, quoi. Et que là, si tu n'as pas le meilleur équipement possible, la course s'arrête. Exactement. Comme tu dis, warning, bas côté, terminé. Voilà, exactement. Et dans la reco de Scadi 2021, dans la vidéo, parce que c'est un peu les conditions qu'il y a au Pays Basque, dans les Pyrénées, et puis les conditions de montagne, hein, ça charge vite, c'est aléatoire. On n'a pas eu trop de vent cette année, on a eu moins de vent que l'année dernière. Et du coup, caractère encore plus imprévisible parce que quand ça charge, ça met du temps à partir, quoi. La Corse. La Corse. Justement, en parlant de la Corse, qu'est-ce que vous retiendrez en termes de paysage, d'expérience avec la culture locale de cette épreuve, vous? C'était très varié. Hein.
plutôt les montagnes le premier jour jusqu'au CP1. Après le maquis entre le CP1 et le CP2 avec plein de petites bosses mais avec des gros pourcentages. Et notamment Moi le secteur j'avais l'impression que je l'ai le ressenti. secteur de comme- Conques. J'avais Dédicace l'impression au que ça GR20. montait à 10% des fois. Bon, c'était peut-être pas le cas, c'était peut-être qu'un ressenti. Non, tu as raison, il y avait quelques pétards, Ouais. notamment à l'approche du pays ajaxien, là, avant Propriane, là, pour arriver sur Portich. C'est pas cadeau, ouais. Ouais, et après finir par le Cap Corse, moi j'ai adoré. Peut-être aussi parce que c'était la fin, je savais que ça allait se terminer. J'avais Ah. le vent dans le dos aussi, ça aidait Il y a bien. le vent dans le dos, il y avait le soleil aussi. Il y avait le soleil Donc et c'était très beau vu sur la mer. Route du bout du monde. Ouais, j'ai adoré là ce moment-là. Ah, moi, pour être parfaitement honnête sur la découverte de la Corse, c'est pas optimal quand même. Pour, De foncer comme tu le fais. Qui mène à cette vitesse-là. Faut le faire en 44 heures. Parce que là, les orages et les nuages la première journée. Donc, si, il y a eu les 2 premiers cols, il faisait beau. Après, on était dans les nuages jusqu'au soir. Et après, c'est la nuit. Après, on arrive sur le pays ajaxien. Il y a un peu plus d'habitation. C'est moins sauvage. Il y a eu les calanques de Piana quand même. Ça, c'était magnifique, effectivement. Ça a été Est-ce que tu as eu la chance de passer au moment où il faisait encore beau? Là, il faisait beau encore. Moi, j'ai Et environ 30 minutes après ton passage, c'était terminé. La veille, mais ouais, j'ai vu que ça chargeait tout autour là un peu et j'étais content de passer à ce moment-là. Et ouais, après l'arrivée, après Calvi, encore, il faisait encore beau là, c'était très sympa. Les agréates tombées en fin d'après-midi. C'était très joli aussi. Et puis Cap Corse, j'ai rien vu, c'était la nuit. T'as pas vu le reflet de la lune dans la Tu mer? vois, est-ce qu'il y avait le reflet de la lune au moins? Oui, peut-être. Ouais. Les dauphins qui t'envoient des messages au loin. Avec la fatigue, tu sais pas si c'est des dauphins ou si C'est des rochers. hallucinations ou ce qui se passe. Mais non, c'est vrai que c'est vrai que c'est joli. Les gens étaient adorables surtout, que ce soit les serveurs dans les cafés, les trucs. Moi, j'ai été aidé suite à ma crevaison. J'ai cassé ma pompe à main, donc il y a un serveur dans un bar qui était en train de fermer, qui m'a secouru. Il allait chercher une pompe, il m'a aidé. Ça, c'était vraiment, ça m'a sauvé la fin de course, hein, sinon ça aurait été très compliqué. Ah oui, pour le coup, tu racontes ça comme un détail, mais s'il n'était pas là, tu n'avais aucun moyen de réparer ta crevaison. C'était 20 km que je roulais avec un bar 5 à peu près. Ouais. Je pouvais appuyer sur le pneu, je touchais la jante. Pas moyen de mettre plus, que la pompe était cassée. Et je me penchais en avant à chaque dodane pour éviter que ça tape, que je pince, quoi. Je me disais si je tombe sur une route avec si je tombe sur une route avec vraiment une route en mauvais état comme il y a eu avant Calvi et tout, c'est fini, quoi. Je suis étonné, je Merci, la pensais Corse. je pensais qu'ils allaient en parler avant de l'ancienne route de Calvi, mais ils n'en ont pas parlé. Ouais. Des routes Avec cerise sur le bien, gâteau. moi ça m'a fait penser je me suis dit tiens, je vais faire technique pavé là. Moi je viens du nord, là-dessus c'est le cul en arrière, les mains à peine sur le guidon et puis on fait les pavés, on met de la puissance et ça passe mieux, quoi. Tout à fond. Ouais. Et ouais, toi, Julie, tu allais parler des routes un peu abîmées, c'est ça? Oui, avant Calvi. Mais moi j'ai commencé le vélo en faisant pas mal de gravel, donc ça me posait pas de problème. Et j'avais des pneus en 28. Je sais pas ce que t'avais toi comme pneu, mais ah bon. Ça allait, je l'ai pas trop mal vécu. Elle est magnifique cette route. Et c'était joli, ouais. Et moi c'était au moment du lever du soleil, donc En plus. c'était vraiment très très beau. Voilà, la cerise sur le gâteau. Épicurienne des paysages, Julie. Bon, bah merci d'être venus, les amis. On va Merci, poursuivre merci cette à vous. émission. Merci Vincent, merci Julie. Merci à vous pour deux. l'organisation, merci à tout le monde sur la route, au Race Angels, c'est très sympa, à tous les checkpoints, super sympa, un super accueil, c'était vraiment chouette. Et ben Ouais. vous revenez quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. On va continuer nous cette émission avec deux nouveaux invités, deux acteurs aussi majeurs de cette course, puisque là on avait Vincent, deuxième, Julie, 24e. Alors vous avez entendu les cloches tout à l'heure, puisque je rappelle, on est sur la ligne d'arrivée de ce Bikiman, donc les participants continuent petit à petit à rejoindre l'écurie, comme ils aiment tous dire. Et là, on va continuer à en parler donc de ce Bikiman avec Christophe. Salut Christophe. Salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Christophe Coulon, l'ancien du Bikiman, c'était ton combien déjà? Quatrième? C'est le 5e là. Cinquième. 5e. Cinquième, donc tu as fait 12e. Belle Ouais, perf. c'est ça. En 58 heures et 11 minutes. Voilà, ouais. Bravo. Merci. Et à tes côtés, il y a François-Xavier Placet. Salut François-Xavier. Salut Cédric. Comment ça va? Bah, ça va, ouais. Toi, tu es déjà venu. Tu as fait le Corse l'année dernière déjà. Ouais. Tu as fait 17e en 60 heures et 56 minutes. C'était pas très loin.
La différence, c'est que toi, on va commencer par toi maintenant, c'est que l'année dernière, tu avais préparé ta course. Là, tu es venu à la dernière seconde. Zéro prépa. Minute, ouais. Allez, minute. Ouais, là, c'était un peu à l'arrache cette année. J'avais visé de faire le France où j'étais déjà en retard sur ma prépa. Mais genre bien en retard déjà. Et je me demandais si j'avais pas décalé mon inscription à Aura, histoire de pouvoir à peu près rouler. Et là, j'ai le Corse qui me tombe dessus moins d'une semaine avant le départ. Ben voilà, tu vois, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est passé en tout cas. Ça s'est passé. J'ai laissé voguer la galère et puis je me suis dit on verra bien où ça m'emmène. Et c'est une belle façon de lâcher prise aussi parce que du coup tu te prends pas la tête avec un classement, tu te prends pas la tête avec un objectif, tu te dis déjà là avec le fait de finir ça va être cool. Et que l'année dernière je m'étais un peu pris au jeu de rentrer. J'ai fait la même place que Christophe l'année dernière, ce qui est loin de la tête, mais à notre petit niveau on est toujours satisfait de faire un top 15, un truc comme ça. Et quand tu t'accroches, tu te dis ouais il y a les gars qui sont derrière, j'aimerais pas qu'ils reviennent et tout ça. En fait, sur un Bikingman, ce qui est dur, c'est pas de le faire, c'est de le faire vite. Chacun à son échelle, mais c'est de se dire, là, à ce moment-là, je suis pas dans le confort et il y a quelqu'un qui me chasse, il faut que je sois plus vite que ce que je devrais être. Et là, de l'avoir fait à mon rythme, en m'en foutant de me faire dépasser, et je l'ai psychologiquement mieux vécu. Ah, donc tu as pu profiter un petit peu quand même. Ok, Disons ça que- fait mal quand même, même sans objectif. Le fait de ne pas Il le a du mal à préparer. s'asseoir sur la chaise. Non, j'ai moins mal que l'année Non, dernière. je plaisante. J'ai moins mal que l'année dernière, mais là, en toute honnêteté, la prépa a été depuis le mois d'octobre, donc depuis qu'on s'est vu au Rock d'Azur, Axel, après ton retour du Brésil, j'ai fait 1000 bornes. Avec un peu de ski de fond quand même. On n'a pas eu des caisses de neige cette année, donc un peu de ski de fond et à raison de 3 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est pas non plus intensif. 1000 bornes à peu près, sortie la plus longue 80 bornes et 100 km sur le vélo sur lequel j'ai fait ma course. C'est très peu, Axel. Faut pas reproduire ça à la maison, ouais. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas l'idéal. Après, on en discutait hors caméra avec FX. Après, moi, je partage aussi ce qu'il a dit là sur le fait que quelque part, ça te permet de lâcher prise sur plein de préparations, de l'overstress que tu peux faire, parce qu'il y a moyen de faire beaucoup d'exagération de stress et de l'overpréparation, quoi, de la surpréparation sur ce type d'épreuve. Et top 20 quand même. C'est après, quand même, ça reste une super place avec le fait qu'il ne soit pas entraîné, donc pas forcément le faire très souvent, mais ça prouve aussi que ça peut passer, quoi. Alors ça passe parce que les 1000 km, je les ai pas non plus fait n'importe comment. C'est que contrairement à Christophe qui fait du vélo, ça fait 5 ans que tu roules. Ouais, ça fait la Moi j'ai cinquième. l'avantage d'avoir presque plus de 30 ans d'expérience derrière moi parce que je porte quand même le poids des années. Ça se En voit fait- pas. Ça se voit pas. Et en fait, si tu veux, quand je monte sur le vélo pour attaquer ma saison, je vais essayer d'être les plus efficaces possible. Donc c'est souvent des sorties très courtes, d'1 heure et demie, que je fais, parce que j'ai pas non plus un temps de dingue, mais faites d'une certaine façon, je pense que c'est plus efficace que des gens qui font des sorties de 8 heures, quoi. Parce que répéter à plusieurs fois avec de la fraîcheur et avec de l'intensité, ça permet d'être en forme. En fait, c'est ce qui m'a permis au niveau de la forme physique de faire illusion. Au moins jusqu'au kilomètre 800, parce qu'en fait une course elle est facile les 800 premiers kilomètres. C'est après, en gros, non mais ça passe, 800 bornes ça passe, mais c'est comme sur un marathon. À un moment, tu as le mur Oui, et les 7 derniers kilomètres, c'est les plus durs du monde. Et là, c'est exactement le même phénomène. Et du coup, physiquement, ça passe, c'est pas un problème. Par contre, là où c'est dangereux, de pas avoir poussé un petit peu plus certaines sorties longues, c'est que tu vas commencer à avoir des problèmes mécaniques. Un peu comme sur une voiture où tu n'entretiens pas les amortisseurs, où tu mets pas d'huile dans le moteur et tout ça. Tu vas avoir des choses qui vont commencer à coincer au niveau des tendons. Des choses que tu n'as pas eu le temps de rôder en fait avant la course. Et moi le phénomène qui m'a le plus inquiété, que j'ai vu apparaître pour la première fois, parce que j'ai pas, comme je te dis, j'ai jamais fait de sortie, j'ai fait 3 sorties de 4 heures à quelque chose près, grand max, c'est l'apparition du problème de Schmerneck, cou, ouais. du Schmerneck. Donc tu commences à avoir des tensions dans les cervicales, puis ça descend dans les trapèzes, et puis à un moment la prochaine étape c'est quand tu as vraiment trop mal, ton cou il lâche. Et au-delà du fait que ça soit quand tu es dans une course, tu prends la blessure avec philosophie, quand tu es un peu teigneux, tu te dis je serre les dents, ça passe. Simplement là, dans toutes les autres courses, normalement, quand tu as ça, ton coup il lâche, c'est disqualification directe.
Donc là, je sais pas, Axel, si tu me vois avec le coup qui lâche, même si je mets tous les artifices en place pour le faire tenir, je crois que c'est ce qu'on a vu sur la rafle l'année dernière. Normalement, un organisateur est censé le disqualifier parce que c'est un danger pour l'athlète et pour les autres. Oui, qu'il n'y a aucun moyen technique de pouvoir contourner ça, quoi. Et quand j'ai senti le truc arriver, monter de plus en plus, au fil de la journée, sur le cap, à un moment j'ai cru que j'allais pas... je conserve la tête qui lâchait avant d'arriver à Bastia. Et ça, en fait, c'est le manque d'entraînement sur du long qui te permet d'être un peu relevé comme ça pendant 10 heures, chose que j'ai pas faite avant. Plein d'autres petits trucs. Donc là, on parlait de la préparation. Toi, ça a été différent pour toi, Christophe, parce que du coup, tu as eu le temps de bien la préparer. Effectivement, j'ai eu le temps de bien la préparer, ouais, tout à fait. Moi, je suis coaché depuis 4 ans maintenant. Voilà, donc j'ai toujours un entraînement tout au long de l'année, en fait, orienté ultra-distance. Donc voilà, fidèle à l'entraînement avec des séances à la fois sur home trainer pour tout ce qui est spécifique, ce qui colle bien aussi avec ma vie de famille puisque voilà, je suis papa de 2 enfants aussi, donc ça voilà, le vélo prend rapidement du temps et donc c'est une façon aussi de caler ça sur mon agenda de façon plus pratique. Je fais mes entraînements le soir une fois que j'ai fini et le boulot et la vie de famille. Donc ça c'est pour le côté spécifique et en semaine, et puis après je fais des séances donc le week-end. Séance en extérieur et qui monte crescendo en durée à l'approche des événements. Et du coup, ça s'est passé comme prévu pour toi, ce Bikeman Corsica ? Alors comme prévu, non, dès le départ un peu particulier celui-ci, puisqu'en fait pour la première fois je devais venir en duo en fait. En équipe, ouais. Voilà, avec mon ami Thomas qui malheureusement du coup a vécu un drame puisqu'il a perdu son papa en fait lundi dernier, ce qui fait qu'il n'a pas pu être présent avec moi, donc il a fallu effectivement me remobiliser psychologiquement puisque bon, quand même pour une épreuve, même si on reste des amateurs, on se projette quand même. Et je m'étais quand même projeté dans le duo par rapport à cette expérience-là. Et c'est vrai que ça change la donne de se remobiliser solo en sachant en plus les raisons du pourquoi de son absence. Donc voilà, un petit peu perturbé au départ dans ce sens. Après, au niveau de la gestion de course, on va dire... égal à moi-même, je suis un peu précautionneux, donc je préfère monter crescendo en puissance sur le long de l'aventure pour bien vivre aussi l'aventure, ce que j'ai pu faire. Voilà, en sachant que durant la course, j'ai croisé Julien Marty aussi, que j'avais croisé pour la première fois sur le Bikeman France, qui lui du coup a dû s'arrêter aussi pour un souci de genou. Douleur au genou, ouais. Je l'ai accompagné un petit peu dans cette épreuve et dans cette difficulté, donc ça a été aussi encore une autre étape à laquelle je m'attendais pas forcément avant le CP2, voilà, où j'ai dû le laisser aussi entre guillemets au bord de la route, voilà, et me remobiliser pour repartir en laissant ça de côté. Bon, messieurs, en tout cas, vos performances vous ont permis de marquer des points, puisque vous savez, on le rappelle, que le Bikeman est un championnat du monde d'ultra-distance, le seul et le premier, quand même le précisait Axel. Tout à fait, ouais, depuis 2017. Et qui a un classement général. Tout à fait. Le leader actuellement, c'est Maximilien Couvreur, le Belge qui a fait 7e de ce Bikeman Corsica, qui avait fait top 15, pour pas dire de bêtises, au Portugal. Donc il est leader actuellement. Vous, on sait que vous revenez sur le Bikeman X, le Maroc. Donc ça sera la dernière épreuve de la saison. Ce qui veut donc dire que vous ferez aussi à ce moment-là, si vous ne faites pas de Bikeman avant, hein, bien entendu, votre entrée dans le classement général. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte, cette idée de compétition aussi ? François, Xavier ? Moi, je le vis plutôt par procuration. Tu mets pas trop la pression. Tu vois Stressman. Ouais, non. Tu mets pas trop la pression. Tu sais qu'à la maison... À la maison, il est le conjoint de Lauriane, placé. Donc, Vous connaissez sûrement. Il n'y a pas trop d'enjeu. Donc non, de toute façon... je sais que c'est mort d'avance. Donc... juste plus par rapport à toi-même, on va dire. Mais non, mais il suffit, les autres places, elles comptent aussi. 4, il suffit qu'elle en fasse 1. Je suis déjà derrière elle. Ouais, comme tu le disais, on se prend au jeu, donc même les autres places, on y tient, j'imagine. Non ? Ah oui, ouais, je sais pas, écoute...
C'est un truc, non, ça m'est complètement. Non, j'y ai pas pensé une seule seconde. Mais à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que sur le Maroc, je prendrais sa roue électrique et j'essaierais d'aller chercher le podium pour monter des cols à des allures d'athlète aguerri. Le parcours du Maroc, il est secret. Et toi, Christophe? Alors pour ma part, Le côté compétition. je le vis plutôt par épreuve en fait. Donc moi le but c'est d'abord l'expérience, voilà, c'est le principal pour moi. Après, comme je te l'ai dit, je suis coaché donc je m'entraîne beaucoup. Donc c'est vrai que c'est aussi la cerise quand tu atteins quand même une petite performance avec des gros guillemets à mon niveau en tout cas. Donc c'est une satisfaction perso. Donc effectivement je vais toujours essayer d'aller chercher le meilleur de moi-même. Mais bon, je le vise par épreuve. Voilà, je vise pas le général. C'est hors compétence pour moi, ce qui m'empêche pas à chaque fois d'y aller à 300% pour donner le meilleur de moi-même. Parce qu'Axel, on en est maintenant à la deuxième étape de la saison du championnat. Donc le classement général commence à se mettre un petit peu en place. Les enjeux vont monter crescendo tout au long de l'année. Mais c'est un peu le rôle naturel de la Corse, c'est-à-dire que là sur les 171 participants, il y a plus de 10% aujourd'hui des gens qui sont sur la Corse, qui ont terminé et qui sont engagés sur le X. Donc clairement ça va faire monter en température le championnat et c'est ça qui est super intéressant, c'est que la finale de cette année qui est positionnée en fin de saison, contrairement à l'année dernière où c'était en milieu de saison, il va y avoir plein de surprises je pense et plein d'incertitudes sur ce qui va se produire pendant le Bike Manix au Maroc. Ouais. Donc c'est bien, ça va permettre de vivre une belle expérience en sachant que le Maroc va amener beaucoup de surprises parce qu'en plus il y a du mix gravel, on revient un peu sur les terrains d'exploration du championnat de départ avec le Pérou, il y a des ingrédients qui sont très chers en termes d'aventure, d'accès aux ravitaux, une autre culture. Ça va amener plein de surprises. Je me suis juré de plus jamais en refaire en fait hier. Alors oui. J'étais là en train de pester, non mais le Maroc c'est même pas la peine, j'étais en train de réfléchir à comment EasyJet pouvait remplacer mon billet d'avion. Bon après ça c'est la rançon de chacune des courses. Moi il y a un point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est que ce que font Christophe et FX, c'est-à-dire le fait de revenir sur ce type d'épreuve, c'est vraiment super dur quoi. Et refaire la même, c'est encore plus dur. Parce que mentalement de savoir identifier, parce que les parcours sont assez proches chaque année, les endroits où tu vas être dans le mal et te remettre dedans et être sur le vélo en disant punaise, c'est vrai qu'à ce kilométrage là je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a ces difficultés là, c'est encore plus dur que de partir un peu à l'inconnu et laisser finalement la surprise de l'épreuve te découvrir quoi. Là, le fait de te replonger dans le mal c'est vraiment super difficile, donc chapeau messieurs parce que tu connais la souffrance que tu vas traverser. Tu connais la souffrance que tu vas traverser. Je suis d'accord avec ça. Et tu manges pas des ultras comme tu manges des Haribo quoi. Ça reste quand même des engagements physiques et mentaux que pour les gens qui nous écoutent, ils doivent mesurer ce que c'est quoi. C'est pas un 1000 bornes à vélo, c'est 1000 bornes à vélo quoi. Physiquement et mentalement, c'est difficile de revenir de ça. Et se réengager dessus et partir sur de la régularité, je tire mon chapeau parce que moi j'essaie de le faire. Plus dans la stratégie FX parce que j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Chaque fois je pars au charbon quand les peu de fois où j'ai la chance de participer, je participe toujours dans des conditions extrêmement difficiles physiquement parce que je suis fatigué. Et c'est dur. Mais c'est beau. Un contradicteur, vas-y FX. Non, moi, je suis pas du tout d'accord. À chaque fois que je découvre, donc en fait j'en ai pas découvert beaucoup, j'ai découvert la Corse l'année dernière et le Vercors, et j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Dans les moments durs, on voit ta tête et on a juste envie de t'arracher les yeux. Et, le petit con, je suis le cobaye. Voilà. Et là, le fait de savoir ce qui t'attend, tu sais que tu vas en baver, mais tu sais ce qui t'attend. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas la surprise de ah bah tiens finalement on tourne là pour aller se remanger. En fait, tu le sais, donc à la base, tu sais que tu vas en baver, mais t'as pas cette surprise et cet énervement que tu peux avoir quand tu es vraiment fatigué, à bout de nerfs et tout ça, la bosse de trop. Et là, tu sais qu'elle est là. Ouais, et c'est parce que c'était ta première l'année dernière. Non, mais le Vercors c'était pareil. La montée du chemin de fer, la montée du tram. Exceptionnel. Exceptionnel. Toi aussi, tu as eu envie de. C'est la montée des pneus carrés, c'est comme ça qu'on l'appelle. T'as l'impression d'avoir des pneus carrés quand tu la montes. C'est pour Axel, effectivement. Ouais. T'as l'impression d'avoir des pneus carrés. Et tu montes. Non, et là, tu vois, si on le refait, pareil, tu sais qu'en bas, bon, tu t'es un peu défaitiste, quoi. Mais finalement, tu vas le monter à ton allure, mais tu vas le monter. Mais il n'y a pas ce petit détour.
Ça, c'est le côté masochiste d'FX. En fait. Probablement. Il connaît la souffrance maintenant, donc il maso, il re-signe avec plaisir. Mais toi, comment tu te situes, juste toi une Ouais, comment tu te précision situes, aussi, toi Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec Axel. Tant mieux. Sinon, je reviendrai pas. Si vraiment c'était super dur, enfin c'est dur, mais je veux dire, c'est pour moi, le Biking Man offre vraiment, enfin c'est un support à expérience en fait. Et si je reviens, c'est parce qu'on dépasse pour moi allègrement la pratique du vélo. Si demain en fait c'était juste du vélo pour du vélo, j'aurais, je pense, arrêté l'entraînement et fait autre chose, puisque aujourd'hui le Biking Man, moi, me permet de vivre en fait tout un tas d'expériences. Le vélo devient un support à l'aventure, à la rencontre de participants, de locaux, vivre des situations aussi improbables, des situations dans lesquelles je ne me mettrais pas forcément naturellement dans ma vie de tous les jours. Ça me permet effectivement voilà, de rentrer un peu dans une bulle, un peu hors du temps. Et donc tout ça m'apporte énormément, y compris pour ma vie personnelle. Donc voilà, des super expériences que j'ai envie de revivre malgré la souffrance. La souffrance. En fait, c'est le support. Le vélo, c'est presque le prétexte en fait. C'est Ça, le tout à prétexte fait, à l'expérience. je suis Et d'accord, ouais, tu peux parler de plein de... Il y a des gens qui font la même chose que ça dans d'autres contextes de leur vie. Le chemin de Saint-Jacques, des retraites, des voyages, des trucs comme ça. Nous, on a trouvé notre façon de vivre ces expériences avec le vélo, avec un truc qui est effectivement sur le papier, ça a l'air un peu maso, mais c'est juste le support à ça, quoi. C'est pas faire du vélo, pédaler comme un con. C'est pas, enfin, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'imagine. Mais c'est plus, on se connaissait pas avant le départ. On s'est croisés au CP1, on a monté l'hospédal ensemble. Moi, j'avais entendu parler de lui. Il était venu rouler par chez moi. Moi, j'aurais pu lui offrir un plat de pâtes. Et, tu vois, il y a plein de choses. Une boîte de sardines. Il y a des planètes qui s'alignent. En fait, ce que tu dis, c'est carrément vrai. C'est que on est là juste. C'est un prétexte qui nous a rassemblés. Ouais. Et tu parles de situation improbable, Christophe, t'en as connu là sur le Biking Man Corsica? Corsica, situation improbable, je ne sais plus. Tu vois, je suis encore un peu stone de l'épreuve. C'est normal. Ouais. C'est ça. Bah, Il est dans le cloud. Il faut un peu de temps pour retrouver la lucidité. De sommeil sur les 58 heures, j'avoue que ouais, quelques rencontres avec les animaux, on va dire. Mais là, T'en as vu beaucoup? ouais, quand même, ouais. Cochon, ouais, je faisais vache. attention la nuit parce que je trouvais que ils étaient quand même très très difficiles à anticiper. Ils sont sauvages. Ils sont, de par leur taille, j'avoue que du coup en fait on les voit pas trop. C'est pas évident. J'avoue que c'était un petit stress quand même. Donc j'y allais quand même piano un peu dans les descentes. Pour éviter de me faire surprendre. Non, sinon après en termes sur celui-ci, c'est peut-être celui où j'ai moins vécu de choses, on va dire vraiment spécifiques, d'anecdotes vraiment particulières, en aléa de course, on va dire. Toi, t'as pas vu d'animaux Si, bah comme tout le monde, oui. qui t'ont embêté en tout cas. J'ai été délogé d'un abri de fortune. Ah bah raconte. Non, mais j'étais tout content de m'être trouvé une petite cabane en haut, je sais plus quoi, avant de redescendre la route qui va sur Corté là, le point le plus haut. À Porto. Ouais, voilà. Après le CP2. Non. Avant sur la première journée, Ah oui. tu redescends un col qui t'amène sur la route de Corté. Après, tu montes sur notre chette. Ouais. Voilà, je suis calé dans une cabane parce qu'il y avait un orage de ouf et j'ai pris 3 gouttes, j'étais hyper content, timing parfait. L'orage où tu nous as dit j'ai jamais vu quelque chose aussi violent. Non, ça c'était à Saint-Florent. Non, c'est simplement ça. C'était après ça. Ouais, j'avais déjà C'est eu une la stratégie violence est montée. pour stresser un peu les athlètes. En fait, en ralentir. mettant ça, le besoin j'étais là en train de qu'il dire c'est hyper violent, restez où vous êtes. était. Ne bougez plus. Ne C'était bougez pour plus. sécurité. Ouais. Stratégie de course. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai crevé. Je repars dans 1 heure. Et en fait, j'étais dans ma cabane, je vois des bouses par terre, je dis tiens, il y a des vaches qui doivent y dormir, machin. Je commence à manger. Et là, les vaches, vu qu'il pleuvait, elles ont voulu rentrer dans leur cabane, quoi. Ah. Et les vaches corses, elles te demandent pas la permission, quoi. Hyper faire, quoi. Donc Ouais. t'es chez elles, et puis tu dégages, quoi. Donc quand ça commence à gratter à la porte et que ça bouge la tête comme ça, tu prends tes affaires, t'as pas le temps d'enfiler ton kawaii, t'es sous la flotte et voilà. Et puis sinon, une nuit avec Gauthier, et j'ai perdu son prénom, celui qui s'est ouvert le genou là.
C'est pas Sylvain. Ouais, C'est Sylvain, ouais, Sylvain. On a dormi chez l'habitant à son insu. Donc on était sous un porche sous la fenêtre de ses toilettes qui était ouverte, dans une couverture de survie pour se protéger de l'orage que toi tu as courageusement affronté. Effectivement. Nous on n'a pas eu ce courage-là, on a vu le vent, les éclairs, on s'est dit ça va nous arriver dessus. On avait vu le message d'Anto, c'est hyper violent, machin. Donc on s'est dit, c'est des stratégies comme tu dis dans le groupe des athlètes, la WhatsApp. Ouais, ne venez surtout pas dans cette région, restez à l'abri. Des triangles de pluie partout, donc on s'est dit non, il y a les orages, il y a le message, il y a le vent, tout nous indique qu'il ne faut pas y aller. On est resté dormir tous les trois sous notre petit porche attendant que l'orage passe et voilà. À un moment on entend la chasse d'eau tirer, la fenêtre s'ouvrir, on était à 1 mètre en dessous en priant que le gars regarde pas par la fenêtre parce qu'on fait des bruits avec l'ouverture de survie. Ça doit faire bizarre d'ouvrir la fenêtre, regarder en bas et de voir des cyclistes installés. Ça peut surprendre. Avec des couvertures brillantes. Couleur or. C'est ces situations-là un peu que tu évoquais tout à l'heure en disant le Bikiman ça dépasse le cadre d'une course de vélo, ces choses-là. C'est ça, c'est toutes ces choses-là. Je me souviens du Portugal où j'avais paumé mon câble de téléphone et finalement je tombe sur une dame avec mon anglais de 6e avec qui j'arrive à parler à 11h du soir et du coup elle arrive à me donner un câble d'iPhone. C'est plein de choses qui te font aller vers les gens, qui te bousculent et c'est aussi trouver une certaine, je dirais, un certain aussi recul sur les situations pour apporter une solution aussi à des problèmes qu'on peut rencontrer. Si là en plus je t'ai dit non, mais oui, sur cette épreuve là j'ai eu un petit truc original, j'ai un de mes bidons en fait qui était percé. Alors, je sais pas, c'est un peu improbable sur le côté du bidon, il s'est fendu, d'un coup je sens de l'eau sur ma jambe et en fait c'était le bidon qui se vidait et donc pareil je suis allé voir un habitant pour essayer de trouver du scotch qui m'a gentiment fourni et ça a pu me permettre de repartir, de faire toute mon épreuve avec mes 2 bidons. Donc voilà, il y a toujours des petites choses plus ou moins importantes, mais c'est de l'assistance, hein. Oui. 30 minutes. Je suis 16e là. 30 minutes de pénalité pour Christophe. Ah là là. Tiens, on voit sur les images d'ailleurs l'un des villages où de nombreux cyclistes se sont ravitaillés en eau. Puis là, ça doit être juste après, un peu plus loin, là, avec les belles images de drone signées Axel Carion. Dans le parc naturel régional. Là, eux, ils ont eu de la chance, vous voyez, il fait beau là. Ils ont eu de la chance, c'était avant que ça se charge en montagne. Ça tournait vraiment très très vite la météo, ouais. Ce type d'expérience qu'ils ont vécu tous les deux en allant chez l'habitant, etc. Toi, tu as l'habitude et on le rappelle un peu, c'est l'ADN de ces courses, finalement, ce que tu veux essayer de faire vivre un peu aux participants au-delà du vélo. C'est la notion de sans assistance. Alors ça peut vouloir tout dire et rien dire, mais on est dans une structure sociale aujourd'hui où on assiste tout le monde sur tout, on a des outils de partout qui essaient de tout remplacer et au final on oublie souvent le fonctionnement rural. Et la Corse a cette particularité, j'ai discuté avec pas mal de participants là, qui ont déjà vécu plein d'expériences avec nous. La Corse conserve cette ruralité aussi dans les montagnes et la relation que tu peux avoir avec les gens, c'est-à-dire des territoires où il n'y a pas grand monde qui y va parce que c'est compliqué en termes d'accessibilité, que ce soit en voiture ou en vélo, et alors en vélo encore plus. Et du coup, il y a ce système d'entraide qui est naturel en fait entre les gens et la sympathie de l'accueil des Corses. Malgré toutes les idées reçues qu'on peut entendre, ça conserve quand même une grande ruralité et c'est un plaisir de le redécouvrir avec le moyen qu'est le vélo, quoi. Et puis moi j'aime bien plonger également les gens dans une expérience où ils doivent se démerder parce que quand tu vis ce type d'expérience et que tu te rends compte que tu peux y arriver par tes propres moyens, même si tu reçois parfois de l'aide de locaux ou d'autres coureurs qui essaient de te faire tenir jusqu'au bout, quand tu rentres chez toi tu peux réappliquer ces apprentissages, ces petites astuces dans ton quotidien. Stressman connaît ça, je pense. Non, mais c'est vrai, c'est des. AKFX. On vient chercher dans des épreuves, parce que moi je suis pratiquant aussi, un rappel de comment ça fonctionne quand tu as un peu moins de choses et que tu as le système un peu débrouille, le système D. Et le vélo, pour ça, c'est un super moyen de se rappeler à quel point déjà ça existe et que c'est génial de se le rappeler régulièrement pour quand tu reviens devant ton écran le lundi matin avec tes 14 000 réunions Zoom, Teams, Skype, machin, avec des gens qui pètent des câbles juste parce qu'ils n'ont pas reçu un mail. T'as envie de leur dire fais le biking man mon gars ou manana et viens voir ce qui se passe quand t'es dans les montagnes et que tu dois te débrouiller face à un orage parce que quand tu rentres t'es zen vis-à-vis de situations qui nécessitent finalement pas le stress que parfois les gens y mettent.
Ça Ouais, permet tu de relativiser. pas mal, ouais. Voilà. Ouais. Et il y a une phrase justement que tu avais eue au départ en disant Les belles rappelez-vous calanques de Piana. La bonne raison pour laquelle vous êtes là, tu parlais par rapport aux descentes. Ce qui vous tient Tout à ici. fait, ouais. Et je t'avoue que je ne l'avais pas vraiment appliqué l'année dernière. Je comptais vachement sur les descentes pour gagner du temps. gagner du temps. Et là, tu te dis, ouais, il y a des gens plus importants que le vélo en fait, et ça vaut le coup de descendre 5 km/h moins vite pour pas aller se la mettre en pleine nuit sous la pluie. Profitez des calanques de Piana là qu'on voit. Voilà. On les passe Ouais. tranquillement. C'était magnifique. Ouais, carrément. Bah, nous, on a eu de la chance. Hein. Ah ouais. Timing parfait. Hein. Ah oui, là, le c'est- lever de soleil dans l'hospédale, Là, oui. le coucher de soleil à Coucher de Piana. soleil. Le Un des plus beaux lever. spectacles. Alors toi, tu l'as pas eu le lever de soleil sur l'île Rousse, mais il doit être Non. pas mal aussi. Mais Valagnes, nous, ouais. nous, on a tout coché. Hein. Ouais, j'avoue que Là on les voit là. c'était magnifique. Là, on les voit bien, ouais. Carte postale avant qu'on prenne la pluie, parce que ça arrive. Magnifique. Ouais, la pluie, ça a été. Donc tu as relativisé avant les descentes. Tu nous disais. Ouais, bah ouais. Ça reste qu'une course de vélo en Que fait. c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on rappelle comme l'état de certaines routes en descente, faut faire gaffe ici, Axel. L'état des routes est catastrophique pour pas mal d'endroits. Je pense qu'il est à la lumière de ce qu'on va vivre, à mon sens, en France petit à petit, parce que le réseau routier à entretenir, ça coûte beaucoup d'argent, c'est compliqué et on a de moins en moins de ressources pour arriver à le faire. Donc le vélo, pour ça permet de se plonger dans des endroits où les bagnoles n'ont plus envie d'aller en fait. Parce que il y a ce côté technique. On a eu quand même 2 crashs, donc un majeur avec quelqu'un qui a fait une clavicule. Et le même qui s'est fait les vertèbres l'année dernière. Le même qui s'est fait les Qui est vertèbres l'année revenu dernière. en disant je Pas suis par rapport à blessé la, et tout ça quoi. pas par rapport à la technicité de la route pour le coup, mais juste pour revenir sur la notion un peu de libre arbitre là, et sur le fait que finalement on prend vachement de risques, que ce soit les participants mais également l'orga. Moi je suis à la fois super heureux mais en même temps très stressé de cette situation parce que Parce que même nous on est soumis aux accidents. ouais, on est soumis aux accidents et on prend vachement de risques avec la bagnole pour arriver à suivre les coureurs. Les et tout, c'est cochons prennent des compliqué. risques aussi. Et finalement, je pense que ça fait du bien d'avoir ce type d'événement parce que on essaie de le faire de la meilleure manière qui soit. Alors, toujours l'équilibre bénéfice-risque, mais c'est ça le vélo. Le vélo au départ, descendre à fond les ballons à un Tombeau col, ouvert. à tombeau ouvert. Bon, faut pas le faire, mais en même temps, c'est génial. Pédaler 1000 bornes sans dormir et sans s'arrêter, faut pas le faire. Mais en même temps, c'est génial. L'essentiel, c'est qu'on le fasse collectivement dans une ambiance et je trouve ça assez particulier parce que sur les 31 courses organisées, finalement, on n'a pas eu trop d'accidents majeurs. C'est souvent des fautes à pas de bol, quoi. Et je pense que c'est le contexte dans lequel on rassemble les gens et en même temps les gens qui viennent, la mentalité qu'ils ont, parce qu'on prend tous des risques, mais on est quand même dans une démarche de dire faut quand même que je rentre au bercail, quoi. Faut que j'arrive à la ligne d'arrivée et que la descente en question, ça vaut pas ma vie. Et que le classement, ça vaut pas ma vie non plus, parce que ça n'a pas de sens de mettre ces enjeux-là pour gagner ce type de course, même si tu peux pousser tous les curseurs, un peu comme avant des globes, où tu prends des risques et tu essayes de mesurer les risques par rapport à ton niveau de performance et puis tes objectifs. La sécurité, les amis, reste Après, le maître mot. Je sais pas toi, Christophe. Allez, le comment dernier tu- mot pour vous, les gars. Après, c'est fini. Non, justement pour rebondir là-dessus, je sais pas comment tu te considères, et moi plutôt comme une sorte d'ambassadeur sur la route. Ouais. Dans le sens où tu dois montrer l'exemple et en course, si on a envie d'en faire le plus longtemps possible ce genre de course, il faut qu'on soit prudent pour pas que les autorités se retrouvent avec des arrêtés en disant non là c'est trop dangereux, vous faites les guignols, et de même maintenir sur la route tous les jours. C'est le code de la route, la courtoisie, tout ça, parce que Et c'est une chance qu'on a encore, c'est-à-dire que les autorités Ouais. aujourd'hui nous donnent la possibilité de le faire, alors qu'ils connaissent le contexte des ouais, mais routes et ainsi de suite. si nous coureurs on commence à acheter nos déchets n'importe où, qu'on coupe les routes, qu'on fait des doigts d'honneur à tout le monde qui nous respecte pas, qu'on roule à 3 de front, il y a un moment il faut qu'on soit, je sais pas comment tu le sens, mais moi je sens ce rôle-là pour continuer à pouvoir faire du vélo dans de bonnes conditions plus tard, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, étant lyonnais, on observe aussi une mutation des transports. Plus en plus de gens sont sur la route en mode de transport, on va dire, doux, dont le vélo. On sent qu'il y a quand même encore certaines crispations par rapport à ça, à la mixité des usages. Et donc, effectivement, pour pas apporter de l'eau au moulin de ceux qui sont fâchés contre le vélo, on va dire, effectivement, j'essaye d'être un maximum carré dans ma pratique.
pratique pour faire en sorte que, alors pas moi tout seul, mais en tout cas de contribuer à ce que le vélo soit de mieux en mieux intégré dans nos vies aussi comme une pratique commune, puisque là on parle de l'ultra, mais même comme mode de déplacement lambda aussi. Donc je pense que c'est en allant vers les bonnes pratiques qu'on pourra de plus en plus faire accepter le vélo tous les jours et aussi en tant que discipline. Courtoisie et sécurité, ça sera le mot de la fin. Tu pensais pas Merci messieurs. Extraordinaire. Merci FX, merci Christophe, merci Axel. Merci. C'est la fin de cette émission Finish Line. Je vous rappelle, les amis, que le Bikeman Corsica est toujours en cours et qu'il se finit donc ce samedi matin à 5h. Il y en a exactement, on va dire, environ 80 cyclistes qui ont déjà passé la ligne d'arrivée sur les 171. Donc 8 et 8, 16, on a dépassé la moitié. On a plus de la moitié des cyclistes qui sont arrivés. Petit calcul rapide, on a dépassé la moitié. Ce Bikeman Corsica touche à sa fin. Le troisième rendez-vous de la saison, puisqu'il va arriver très vite, c'est le Bikeman France sur la Côte d'Azur, avec le départ donné le 26 juin prochain. Donc restez connectés car on va encore vous proposer beaucoup de choses pour vous tenir en haleine après ce Bikeman Corsica, n'est-ce pas Axel? Les grands massifs de la région sud, le Bercail. Magnifique. J'habite à côté, ça va être la maison avec un parcours exceptionnel. En tout cas, en attendant, vous pouvez consulter le live tracking du Bikeman Corsica fait par notre partenaire Owaka. Il est dans la description de la vidéo pour suivre les derniers arrivants. Ça sera toujours un moment d'intense émotion comme à chaque Bikeman. On se quitte sur ces belles images proposées par Jérôme de Radio Cyclo qui a permis techniquement la réalisation de cette émission. Et avec Maxime. Maxime également. Merci à vous deux. Merci à la Corse pour son accueil. Et puis je vous donne donc rendez-vous pour le Bikeman France à partir du 26 juin. Salut les amis.